Alors, bonjour et bienvenue dans cette capsule. Euh, Dans cette présentation, je vais vous présenter l'occasion d'évaluation 2, comment expliquer la différence entre NCCF et IFRS ou les similitudes. Donc, ça vient euh, appuyer l'occasion d'évaluation 1 du jour 3 de l'ESC version 2014 sur le cas ballon et UPL. Alors, on peut commencer. Alors, qu'est-ce qu'on essaie d'identifier ici? C'est vraiment de comprendre les différences clés, identifier les similitudes, expliquer les impacts sur les états financiers et apprendre par une approche attendue à l'EFC. Alors, pour avoir une vision globale, qu'est-ce que la différence entre NCCF et IFRS? Donc, en fait, en NCCF, c'est beaucoup plus simple, c'est basé sur le coût rapport qualité, comment dire, bénéfice, coût-bénéfice. Donc, le moins de jugement. Tandis qu'en IFRS, c'est beaucoup plus complexe, c'est orienté vers la juste valeur. Il va y avoir plus de divulgation, puis l'objectif commun, c'est vraiment d'avoir une image fidèle dans les états financiers. Alors, si on pense au NCES, on pense souvent aux PME privées pour leur simplicité, le coût moindre, ils ont moins de ressources, ils ont moins de personnel aussi. La grandeur, la taille de l'entreprise est beaucoup plus petite et c'est vraiment ça l'idée. Tandis qu'en IFRS, on vise plus les investisseurs, on recherche de la transparence, on regarde aussi beaucoup de plus de jugements professionnels. Alors, commençons par euh, pour le premier norme. Donc, ici, on parle sur les dépréciations d'actifs. En NCCF, ça va être le chapitre 3063. La différence, c'est que on va faire seulement les tests s'il y a un indice de dépréciation. Les flux de trésorerie sont pas actualisés et il n'y a pas de reprise, il n'y a aucune reprise de dépréciation. Tandis qu'en IFRS, IAS 36 va venir va faire un test à chaque date de clôture en fin d'exercice. En fait, alors on va regarder la valeur de recouvrable maximale, la juste valeur moins le coût des ventes, valeur d'utilité et le flux actualisé et la reprise de valeur permise. Alors ici, comme vous voyez, euh, sous 3063, la dépiction d'actifs à long terme, on fait un test de recouvrabilité seulement s'il y a un changement ou un événement ou déclencheur qui indique que la valeur n'est pas recouvrable. On va venir calculer le flux de trésorerie futur attendu et le produit de disposition éventuelle d'actifs sans actualisation. Si ce montant est supérieur à la valeur comptable, il n'y a pas de perte de valeur comptabilisée. Mais à l'inverse, euh, en IAS 36, l'indice de dépréciation équivaut à déprécier à chaque date de bilan. La perte de valeur, c'est l'excédent, donc c'est valeur comptable sur la valeur de réalisation ou valeur recouvrable. Donc, le plus élevé entre la juste valeur moins le coût des marchandises vendues et la valeur d'utilité. Une reprise de perte de valeur est limitée à sa valeur comptable sans perte. Donc, c'est possible si la valeur recouvrable est évaluée a évolué depuis sa perte. La différence entre les deux, entre NCCF 3063 et IFRS IAS 36, la dépréciation porte sur ne nécessite pas un test de recouvrabilité distinct pour la constatation d'une perte de valeur en fonction des flux de trésorerie non actualisés. La définition de la perte de valeur en NCCF, c'est la différence entre valeur comptable et la juste valeur. Ça te donne la perte de valeur, tandis qu'en IFRS, la perte de valeur est égale à la valeur comptable qui est supérieure à la valeur recouvrable. C'est le plus élevé entre la juste valeur moins le coût des marchandises vendues et sa valeur d'utilité.
Ici, on exige que la reprise de valeur de la perte de valeur en cas de modification des estimations utilisées, détermination de la valeur pour déterminer la valeur recouvrable. Donc, la différence entre les deux normes, il faut établir à l'état financier trimestriel 1 selon les IFRS. En NCCF 3063 ne permet pas de reprendre la valeur dépréciée. Donc, on peut vraiment voir que sous IFRS, on est beaucoup plus proactif, on teste plus souvent, on actualise les flux et surtout, une dépréciation peut être reprise, ce qui est interdit sous NCCF. La phrase magique, c'est vraiment l'impact IFRS est souvent plus volatile sur le résultat net. Passons au prochain. Alors ici, on a les IMO corporels. En NCS, c'est le 3061. On parle du coût seulement, révélation interdite. En IS16, le coût de révélation, c'est soit la méthode du coût ou la méthode de révélation. La composante, elle est obligatoire. Il y a plus de divulgation. Alors, j'espère que vous pouvez voir, ça semble être un petit peu petit. Euh, alors, en 3061, la comptabilisation des IMO corporels se fait au coût. On interdit la réévaluation des actifs immobilisés. Tandis qu'en IAS 16, on va venir présenter les IMO corporels à son coût. Ensuite, on va venir faire une réévaluation des IMO à la juste valeur. Et ensuite, on va faire une méthode de réévaluation qui est égale à la JV réévaluée, la juste valeur réévaluée, moins le coût des amortissements cumulés, moins la perte cumulée. Euh, euh, alors, pour ce qui est IFS 1, au paragraphe D5, ça dit décider d'évaluer une immobilisation corporelle à la date de transition au IFRS à la juste valeur et du plus l'utiliser. 3061 dit qu'il n'y a pas d'équivalence en NCS sur les obligations d'information supplémentaires, tandis qu'en IFRS, on va venir faire une obligation d'information supplémentaire selon l'IFRS. Donc, on va venir fournir un rapprochement de la valeur comptable au début et à la fin de l'exercice pour chaque catégorie d'immobilisation corporelle, ainsi que les infos sur les engagements contractuels relativement à l'acquisition immocorporelle, sur la base d'évaluation des actifs et sur la restriction sur la propriété des actifs. La méthode de régulation, si on adopte les IFRS, ça va faire beaucoup plus de travail supplémentaire pour déterminer la juste valeur des actifs ayant un coût significatif. Ça peut être présenté de façon distincte, surtout la dépréciation des actifs corporels selon les composantes. Ça revient beaucoup souvent en IFRS. En 61, au paragraphe 18, ça dit il n'y a pas de distinction entre les composantes. Seul le coût de l'IMO corporel constitué d'importantes composantes distinctes va être ventilé entre celles-ci. Le calcul de l'amortissement le plus élevé entre le montant ou B, le coût des actifs, moins la valeur résiduelle de la durée de vie. Tandis qu'en IFRS, le calcul de l'amortissement, c'est le coût de valeur résiduelle divisé sur la durée de vie utile des actifs. On inclut aussi les périodes d'inactivité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que sur IFRS, on peut réévaluer à la JV, mais ça revient avec le travail et plus de divulgation et surtout chaque composante importante doit être amortie séparément. À l'examen à l'EFC, on s'attend que le candidat explique l'impact du professionnel, pas juste les règles. OK? Alors, on passe au prochain. Alors ici, on est dans les éléments extraordinaires. Les éléments extraordinaires, donc en NCCF, c'est pas très précis. Il y a pas de, c'est peu de directives, tandis qu'en IFRS, IAS 1, les éléments extraordinaires sont interdits et les postes distincts sont permises. En IFRS, ça n'existe plus d'éléments extraordinaires. Une perte inhabituelle peut être présentée séparément, mais jamais qualifiée d'extraordinaire.
Alors, ici, les éléments extraordinaires. Donc, les états financiers trimestriels, aussi, si application IAS 1, présentation à l'état financier plutôt, tandis qu'au chapitre 1400, le traitement des éléments extraordinaires, ça va venir, au paragraphe 4, ça dit, bon, pour avoir une image fidèle, c'est des informations suffisantes à propos des opérations ou des événements, aucune information sur les dispositions, présentation extraordinaire. En IAS 1, c'est beaucoup plus précise. Elle n'autorise pas la présentation distincte des éléments extraordinaires. IAS 1 au paragraphe 87, ça dit ne doit pas présenter des éléments de produits ou de charges en tant qu'éléments extraordinaires. Encourage plutôt les entités à ajouter des postes dans les états financiers de manière à fournir des informations pertinentes au lecteur. Et au paragraphe 85, ça dit que ça doit présenter des postes, des rubriques ou des sous-totaux supplémentaires. On passe au prochain. Ici, on est dans la provision et éventualité. En NCCF, c'est le chapitre 3290. On, a, on adopte une approche beaucoup plus prudente. En IAS 37, on cherche une probabilité qui est plus grande que 50%. Le montant est actualisé. On reconnaît plus rapidement. Donc, ça veut dire comptabiliser plus rapidement. Alors, le chapitre 3290, la similitude se fait en vert et les différences se font en brun-orange. Ensuite, les deux normes interdisent la comptabilisation d'un actif éventuel. En NCCF et IFRS, même traitement pour la poursuite en raison de la probabilité élevée de la perte. Si la probabilité de la perte avait été moindre, les dispositions en IFRS de provision auraient obligé l'entreprise à comptabiliser la perte dès la sortie des ressources économiques. C'est nécessaire pour éteindre l'obligation aurait été plus probable qu'improbable, donc plus de 50%. En conséquence, avant la date à laquelle elle aurait été comptabilisée selon les NCCF. En IS 36, c'est beaucoup plus explicite tant qu'à la définition d'un critère de comptabilisation d'une provision et au montant à comptabiliser en provision, c'est la valeur actualisée au montant d'une provision qui est co-comptabilisée. Donc, l'IFRS reconnaît souvent les provisions plus tôt que les NCCF, surtout quand la probabilité dépasse 50%. Alors, ici, on a d'autres différences fréquentes. Donc, voilà, on a les états financiers intermédiaires. Euh, on a les coûts de transaction dans les instruments financiers, les coûts d'emprunt dans les regroupements d'entreprises, les événements postérieurs, la date du bilan, les secteurs opérationnels. Et beaucoup plus d'informations exigées pour les revues de poste au bilan. Donc, on a les conversions de devises et on a les actifs incorporels. Donc, toujours se rappeler qu'en IFRS, on demande toujours presque toujours plus d'informations, même si le traitement comptable est similaire. Alors ici, on va commencer avec les coûts de transaction dans les instruments financiers. Dans le chapitre 3856, instruments financiers en NCCF, qu'est-ce que ça dit? La différence, c'est que ça diffère de IS 32, IS 39 et IFRS 16. L'IFRS exige que les coûts de transaction directs attribuables à un actif ou de passif rajoutés à la valeur comptable initiale. Il n'y a pas de différence importante du fait que les coûts de transaction ne sont pas reflétés actuellement dans le résultat net. Ils sont inclus dans les autres articles dans le cas présent. La présentation selon IFRS et les NCSF serait différente si la composante de capitaux propres de la dette était évaluée à zéro. En IFRS, l'IS 32, l'instrument financier porte sur la présentation. En IS 39, ça porte sur la comptabilisation et les évaluations. En IFRS 7, ça porte sur les informations à fournir. IAS 39 n'autorise pas à évaluer à zéro la composante des capitaux de la dette convertible. Alors, le coût d'emprunt, euh,
Passons au coût d'emprunt. Chapitre 3850, intérêt capitalisé à l'information à se fournir, et en IFRS, c'est le IAS 23, coût d'emprunt. Alors, la différence. Le chapitre 3850 diffère de IAS 23 en ce que celle-ci interdit la passation en charge des coûts d'emprunt dans la mesure où ils sont directement attribuables à l'acquisition, à la production ou la construction d'un actif qualifié. Pas de différence importante dans le cas présent car l'actif ne serait pas considéré comme un actif qualifié. Donc, ça, c'est important. Il va falloir que vous définissiez c'est quoi un actif qualifié pendant que vous êtes encore avant de commencer à traiter votre, votre enjeu. Donc, toujours préliminaire, analyse nature, définition, qu'est-ce qu'un actif qualifié? Et en IAS 23 contient en outre des indications sur la détermination du montant des coûts d'emprunt pouvant être inscrits à l'actif. Dans le regroupement d'entreprises, on a le chapitre 1582 en NCCF et en IFRS, c'est IFRS 3. Maintenant, je crois que 1582, c'est en convergence avec IFRS 3, donc ça veut dire que c'est similitude. Ça se rapproche. Les états financiers intermédiaires, dans les états financiers intermédiaires, en NCCF, n'impose pas la présentation des états financiers intermédiaires. En IS 34, l'information financière intermédiaire exige la présentation des états financiers complets ou condensés, ça veut dire consolidés. On n'oblige pas la présentation d'un état de flux de trésorerie pour la période intermédiaire considérée, mais seulement pour la période cumulée. Donc, ça veut dire période annuelle. Les événements postérieurs, dans les événements postérieurs, on a le chapitre 38-20. 38-20 et IAS 10 sont en convergence. La différence entre NCCF 38-20 exige de les prendre en compte jusqu'à la date de la mise au point définitive des états financiers. Ces deux dates sont essentiellement les mêmes. 38-20 n'a aucune disposition de date d'autorisation de publication des états financiers ou c'est cette partie qui a autorisé la publication des états financiers. N'oublie pas que ça revient aussi dans l'audit, donc il faut maîtriser cette base-là avant même d'aller vers les états financiers en audit, là. Donc, IAS 10 exige que les événements postérieurs soient pris en compte jusqu'à la date d'autorisation et de la publication des états financiers. IAS 10 exige qu'on précise dans les notes la date d'autorisation de publication des états financiers et par qui l'autorisation de publication a été donnée. Dans les secteurs opérationnels, NCCF n'impose pas de présentation d'informations sur les secteurs opérationnels, tandis qu'en IRFRS, 8, secteur opérationnel dit que la présentation des informations sur les secteurs opérationnels requises pour les sociétés cotées, donc une obligation publique de rendre des comptes, l'information détaillée sur les secteurs opérationnels, y compris les types de produits, les services, les actifs et les passifs, les résultats, l'information sur les facteurs utilisés pour identifier le secteur de l'entité à présenter. Ensuite, on a les conversions de devises. NCCF, chapitre 51, c'est en convergence avec IAS 21. IAS 21 dit que, selon IAS 21, les éléments non monétaires évalués à la JV doivent être convertis à la date à la JV. La juste valeur a été déterminée plus tôt qu'à la date de clôture. Les actifs incorporels. En NCCF, c'est 3064, ça exige que l'IMO au corpo soit évalué au coût et ne permet pas d'autres méthodes. Tandis qu'en IFRS, on a IS 36 et IS 38. IS 36, c'est sur la dépréciation d'actifs et IS 38 sur les IMO au corpo. Donc, IS 38 permet d'évaluer les actifs incorporels selon la méthode de réévaluation s'il existe un marché actif. Les marchés d'actifs, là, c'est quand l'étude de marché, ça a été fait ou l'étude de marché qui dit que il y a un marché pour ça. Euh, voilà. Et pour la dépression d'actifs, ben sûrement
en déprécier les IMO et corpos, si on va utiliser iOS 36. Donc, en résumé, les FRS sont beaucoup plus... euh, donc, voici le tableau de résumé pour la différence entre IFRS et NCCF. Euh, IFRS, c'est beaucoup plus de jugement, plus de volatilité, plus de divulgation. En NCCF, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. J'ai oublié de vous mettre le tableau différentiel ici. Donc, on va aller par sujet. Dans la juste valeur, en NCCF, c'est beaucoup plus rare, tandis qu'en IFRS, c'est très fréquent. Au niveau de la dépréciation, en NCCF, il n'y a pas de reprise, tandis que en IFRS, la reprise est possible. Ensuite, on pense au sujet sur la réévaluation. En NCCF, c'est interdit, tandis qu'en IFRS, c'est permis. Ensuite, on a le sujet sur la divulgation des informations dans les états financiers ou supplémentaires. En NCCF, on va venir réduire la charge, donc c'est beaucoup plus limité, tandis qu'en IFRS, on va demander beaucoup plus d'informations, beaucoup plus détaillées, donc c'est très, très, très élevé. Et pour conclure, à l'EFC, c'est très important d'expliquer le pourquoi, montrer l'impact financier. C'est toujours important de conclure, de se positionner et de recommander des écritures de correction aux besoins et vraiment d'appliquer le jugement professionnel quand c'est demandé. Donc, je vous remercie. Ça fait fin à cette capsule. Ça, c'est un cas d'un jour 3 à l'EFC, le cas ballon GPL. Mais vous devez appliquer cette analyse-là dans d'autres cas aussi. Et voilà. Merci et bonne journée.